Bonjour et bienvenue à l'agriculture sous les projecteurs. Aujourd'hui, nous rencontrons Mathieu Bérubé et Marie-Luce Simard, propriétaires de la ferme Aricana, située dans le secteur de Vassan à Val-d'Or. Vous avez une ferme laitière. J'aimerais ça que vous me parliez un peu de l'histoire de cette ferme-là. Depuis combien de temps elle existe et vous êtes la combienième génération? Bon, la ferme a débuté en 1980 avec mon père, Gilles Bérubé. Moi, j'ai grandi ici. En 1980, mon père a commencé avec un troupeau de vaches à bœuf, des vaches pour la viande. Puis en 84, il a fait le saut vers la production laitière. Puis on a grossi tranquillement vers ce qui est aujourd'hui. J'étais allé à l'école en 2000 à Saint-Hyacinthe. C'est là que j'ai rencontré ma conjointe Marie-Luce. On a fini en 2000 en fait. Puis c'est ça, on s'est concentré sur la production laitière. Puis aujourd'hui, on fait aussi de la culture commerciale, des céréales puis du canola. Dans le fond, c'est quand on est revenu de l'école, nous, en 2000, qu'on a fait le changement de la production bovine à la grande culture. C'est à ce moment-là qu'on s'est concentré, on a fait le changement entre les deux. Là. La production laitière était déjà commencée, ouais. Puis vous avez continué, puis au lieu de continuer avec le bovin de boucherie, dans le fond, vous êtes allé vers la grande culture. Exactement, parce que mon conjoint il avait plus d'intérêt, lui, pour ce type de production que la production bovine. Moi, à ce moment-là, je travaillais à l'extérieur, je travaillais pas sur la ferme. Là. Parfait. Puis, dans le fond, ton père, c'est la première génération, mais il y a ses parents à lui et ses grands-parents qui en faisaient aussi avant l'agriculture ici même? Exactement. La ferme a débuté là, dans les années 40 là, avec mon arrière-grand-père Joseph Bérubé. C'est lui qui a défriché la terre puis qui a bâti la première étable. Mon grand-père a suivi, il avait monté un troupeau pur sang, là, un troupeau d'élite pour l'époque. Malheureusement, il a dû vendre pour des raisons de santé là, dans les années début 70. Là. Mon père était trop jeune là, pour reprendre à ce moment-là. Il y a eu une dizaine d'années où la ferme a été à des intérêts étrangers, à d'autres producteurs. Mais il avait un peu abandonné la production. Là. Ça a été 10 ans où il y a eu à peu près rien. Ça fait que quand mon père a racheté, il a fallu qu'il recommence. Il restait le bâtiment, puis les terres avaient déjà recommencé à pousser un peu en friche. Là. C'est pour ça qu'on est vraiment la deuxième génération. Là. Mon père est reparti avec un nouveau troupeau, puis il a fallu qu'il remette tous les bâtiments en ordre, puis les terres. Alors, j'aimerais savoir, c'est quoi une production laitière en agriculture? La production laitière, dans le fond, c'est que nous, on a des vaches de race Holstein. Pour être producteur laitier, ça prend un quota laitier. C'est une production qui est contingentée au Québec et au Canada. Dans le fond, on ne produit que ce qui est consommé par le marché intérieur. Dans le fond, les Canadiens boivent une quantité de lait X, on a le droit de produire cette quantité-là. Il n'y a pas d'exportation qui se fait. Là. Pour avoir le droit d'être producteur laitier, il faut acheter un quota laitier. C'est ce qui nous donne le droit, dans le fond, puis la quantité qu'on a le droit de produire. Là. C'est une production qui permet d'éviter le gaspillage aussi. Qu'est-ce qui est produit et consommé, c'est certain. Là. Exactement. Qu'à partir du moment où on a notre quota laitier, là, on a le troupeau en conséquence, en fonction là, du lait qu'on peut produire. Nous, on a le droit de produire ici à peu près 1800 litres par jour. C'est l'équivalent en kilos de gras. Le quota fonctionne en kilos de gras. C'est l'équivalent en litres de lait à peu près, là, à une production de 4 de gras. Là. Les vaches, une vache, pour faire du lait, il faut qu'elle ait un veau. C'est un mammifère, là, donc pour donner du lait, elle a un veau. Sa vie commence à sa vie productive commence à 2 ans lorsqu'elle a son premier veau. Elle va produire du lait pendant 10-11 mois. Elle va avoir un congé de 2 mois avant d'avoir le veau suivant, puis recommencer une autre année de production. Là. Puis une vache en moyenne, c'est vraiment variable selon les pays aussi ou selon les fermes là, pour la durée de vie productive d'une vache. Là. Mais comme ici, par exemple, on a des vaches de 10 ans. Là, donc, ça fait 8 ans qu'elles sont en production, les vaches. Puis j'en ai qui ont 10 ans qui sont encore très, très en forme. Là. Donc,
c'est pas rare d'avoir des vaches de ces âges-là, mais en moyenne, la moyenne est vraiment plus basse parce qu'il peut y avoir des vaches qui tombent malades plus jeunes ou des choses imprévues dans leur vie, comme nous, là, les humains. Là. Donc, c'est ça. C'est ça, la moyenne de production là, du troupeau ici, c'est à peu près 37-38 litres par jour présentement. C'est ça, la moyenne, les vaches font beaucoup de lait au début, puis ça s'en va en diminuant. C'est pour ça qu'après 10 ou 11 mois, on les met en vacances, si on veut. Là, ils s'en vont dehors profiter de leurs 2 mois de vacances avant d'être prêtes pour avoir le deuxième veau. Une gestation, c'est 9 mois, comme nous, fait que... Puis une vache à son pic ici, là, mettons, nos meilleures vaches vont produire autour de 60 litres, entre 50 et 60 litres, les meilleures vaches, à leur pic de production par jour. Fait que ça en fait quand même des petits berlingots de lait, là. Oui, c'est ça. Et puis vous avez un cheptel de combien de têtes ici? Bien, ici, on a une centaine de têtes, mais au niveau des vaches, on a entre 55 et 60 vaches. On se tient toujours à peu près dans cette quantité-là. Productive. Le reste, c'est la relève. Fait qu'on a des petites jeunes puis des adolescentes, là, sinon. Fait que nous, avec 60 têtes, là, on est dans la moyenne de grosseur là, pour la province. C'est la ferme moyenne. Fait que pour 2 familles, c'est à peu près suffisant. C'est sûr que la tendance, ça augmente toujours parce que, avec une relève, mettons, là, tu vas grossir un peu pour faire vivre une famille de plus. Fait que mais ça reste, c'est très variable. On peut vivre décemment avec 60 vaches, alors que dans d'autres pays, comme aux États-Unis ou en Californie, où la moyenne de vaches par troupeau est de 1056 vaches, c'est pas la même chose. Ici, on essaye vraiment de garder les entreprises à grandeur qu'on dit familiale. Là. Fait que, nous autres, c'est ça qu'on a fait comme choix, c'est de garder une entreprise où on est capable de travailler, mais de vivre aussi et d'avoir un peu de temps libre, là, malgré tout, là, même si... Puis nous, on est les deux sur la ferme à temps plein, donc on est capable de se tirer chacun un revenu de ça. Là. Quand il y a un conjoint qui travaille à l'extérieur, bien, c'est sûr que peut-être ça peut être une ferme de plus petite taille aussi. Là. Ça, c'est une particularité qu'on a au Québec, c'est que les propriétaires, parfois les agriculteurs sont propriétaires de leur ferme, contrairement justement aux États-Unis où ils sont principalement des locataires. Là. Est-ce que vous trouvez que c'est un avantage qu'on a ici au Québec? C'est sûr que d'être propriétaire, là, c'est un gros avantage parce que nous, on sait pour qui qu'on travaille. Là. On fait notre métier parce qu'on aime ça, mais c'est parce qu'on est des entrepreneurs, puis de travailler, de savoir pourquoi on travaille, de travailler pour nous, c'est un gros avantage. Moi, c'est ce qui m'attire dans ce métier-là, c'est le fait d'avoir mon entreprise, de la faire évoluer, puis de toucher à un peu tout. En étant entrepreneur, là, on fait tout. Là, on s'occupe des animaux, on s'occupe des terres, on est mécanicien, on est... tout ce qu'on peut faire, on le fait. Fait que c'est vraiment... Il y a beaucoup de diversité dans le métier, puis comme on est propriétaire, bien, on est toujours fiers de se lever le matin parce qu'on sait pour qui on va le faire. Là. C'est sûr, par contre, que même si on est propriétaire de nos entreprises, on doit... Il y a beaucoup de réglementations qui sont par les gouvernements et tout ce que aussi la société veut là, envers l'agriculture. Donc, on est régi par des règlements, puis on doit appliquer toutes ces normes-là. Donc, même si on est propriétaire, parfois, il y a quand même des choses qui sont contraignantes qu'il faut appliquer. Là. Et puis, avec les années, il y a plusieurs systèmes qui ont été mis en place pour la qualité des produits, puis le bien-être animal. Puis ça a quand même aussi augmenté là, nos cahiers de charges là, pour à la ferme. Là. Un petit peu plus de bureaucratie à faire. Là. On dit qu'on est notre patron, mais les animaux sont pas mal notre patron aussi parce que c'est pour eux, dans le fond, qu'on travaille. On passe 80 de notre temps à peu près à s'assurer qu'il y ait de quoi manger. L'été, on fait le foin pour les nourrir, puis le reste de l'année, bien, on les nourrit. Fait que, on est entrepreneur, on est notre boss, mais notre job, c'est de faire vivre ces animaux-là décemment. Là. Vous m'avez parlé de bien-être animal. Bien, justement, dans les dernières années, vous avez travaillé à rénover l'étable, à rénover l'emplacement où les vaches sont. Et puis, vous avez aussi amené plus de technologie dans l'édifice. Donc, pouvez-vous m'en parler un peu plus? C'est ça. Avant, on avait des vaches en stabulation entravée. Qu'on dit, les vaches étaient attachées chacune dans un enclos, un petit parc. Puis c'est nous qui se déplaçaient pour les traire. On les traitait une par une, puis chacune avait accès à la mangeoire, mais parce que la mangeoire était devant elle, fait qu'ils ne pouvaient pas se déplacer dans l'étable.
Aujourd'hui, ce qu'on a fait, c'est qu'on a détaché les vaches, en quelque sorte. Ils sont libres de se promener dans l'étable comme elles veulent. Ils ont plus de pieds carrés. On a plus de pieds carrés par animal aussi. Donc, ils ont plus d'espace. Pour la même superficie, avant, il y avait les taures et les vaches ensemble. Maintenant, c'est juste les vaches. Les taures, c'est les adolescentes, là, sont dans un autre étable, tu sais. Fait qu'ils ont vraiment plus d'espace pour bouger, là, puis s'exprimer. Fait qu'en plus d'être plus de confort pour les animaux, c'est moins de travail un peu pour nous parce que là, au lieu de nous déplacer pour leur fournir à manger, c'est elles qui se déplacent pour venir manger. Fait qu'on les nourrit dans une mangeoire. Les vaches vont se coucher quand elles le veulent. Elles viennent manger quand elles le veulent, quand elles en ont besoin. Puis elles vont se faire traire quand c'est le temps, là, quand eux autres jugent que c'est le temps d'aller se faire traire. Là. Fait que ça, c'est la technologie qu'on a ajoutée, c'est un robot de traite. Fait que c'est plus nous qui a à faire la traite, c'est le robot qui le fait. Mais c'est les vaches qui décident d'y aller quand elles veulent y aller. Fait qu'on faisait 2 traites par jour. Là, elles, naturellement, vont y aller pratiquement 3 fois par jour en moyenne. Fait qu'une vache qui fait beaucoup de lait va aller se faire traire 4 à 5 fois par jour. Une vache qui en fait moins va y aller 2 fois ou peut-être des fois un peu moins. Fait que ça améliore un peu notre production de lait. Puis ça diminue la charge de travail. C'est moins contraignant. Il fallait faire la traite 2 fois par jour. C'était 5 heures le matin, 4 heures le soir. Maintenant, bien, ça tire 24 heures sur 24. Fait que nous, on vient nourrir les vaches, on prend soin de s'assurer qu'ils sont bien logés, puis on vérifie l'état de santé de chacune, évidemment. Puis c'est moins contraignant. Là, on a diminué le travail avec les vaches presque de moitié, on peut dire, en temps, là. Oui, c'est pas mal ça, mais c'est pas juste à cause du robot de traite aussi, c'est tout ce qu'on a amélioré dans l'étable. Le système de nettoyage, le système d'alimentation. On a un robot, on a un deuxième robot qui, lui, pousse le foin aussi à notre place au lieu qu'on pousse ça avec une pelle. C'est comme un genre de gros R2D2 là, qui déambule puis qui pousse le foin à toutes les heures. Donc ça a l'air de rien, mais c'est très physique, là, fait que pour le haut du corps. Fait que ça diminue un petit peu là, la douleur dans nos membres. Puis on a un troisième robot qui, lui, nourrit les petits veaux qui sont au lait. Donc, quand les veaux vont proches, il y a une puce électronique qu'ils ont dans leur oreille qui est lue. Puis là, bien, la louve va faire un mélange de lait à la bonne température pour ce petit veau-là. Elle, avec la puce, ça lui donne l'information de l'âge, quelle quantité de lait qu'elle doit boire par jour, ça fait combien d'heures qu'il est venu boire, tu dois de boire une autre portion. Fait que ça nous enlève aussi du travail, là. On n'a pas besoin de faire le petit mélange nous-mêmes, puis d'aller leur porter. Puis ça permet aux veaux de boire une plus grande quantité aussi, parce que l'été, quand on est dans les champs, c'est sûr qu'on ne vient pas le midi faire une recette de lait en poudre. Tandis que là, c'est 24 heures sur 24. Ça aussi, s'il y en a un qui a le goût d'avoir une petite friandise en pleine nuit, bien, il se lève puis il va là, boire. Fait que c'est vraiment génial. Puis tout ce système-là, c'est tout auto-nettoyant. Fait que c'est vraiment un autre petit plus, là. Ça vous sauve du temps, vraiment pour aller faire les chats. Et puis, moi, je voulais revenir, dans le fond, les petits veaux, eux autres ont une étiquette après l'oreille, mais les vaches, elles, comment vous les reconnaissez? Comment ils sont identifiés pour quand ils vont à la treilleuse et tout, pour savoir quelle quantité de lait qu'ils donnent et quelle nourriture pour leur donner? Au départ, quand on a rentré le système, c'est tout informatisé. Fait que chaque animal, on a rentré chaque animal dans le système avec leur nom, leur numéro, puis les informations de production qu'il y avait déjà antérieurement. Puis là, maintenant, quand ils rentrent au robot, ils ont aussi la puce à l'oreille, mais ils ont chacune un collier avec une puce électronique dans le collier. Et puis, c'est cette puce-là du collier qui est lue par le robot. Donc, quand elle rentre au robot, on sait c'est quelle vache, va donner la quantité de moulée nécessaire pour cette vache-là, va capter les informations au niveau de la production, la quantité de lait, matière grasse, protéines dans le lait, les cellules somatiques dans le lait aussi. Puis, ça nous permet même aussi, le collier, de lire l'activité ruminale aussi de la vache. Fait que si, admettons, elle digère pas bien, ou on va avoir des informations aussi à ce niveau-là. Si la vache est en chaleur, ça donne un paquet d'informations, là. Ça en donne presque trop, là. C'est beaucoup d'outils de travail pour nous aider, là. Ouais. Puis, dans le fond, vous êtes aussi des gestionnaires, donc vous avez aussi de la paperasse à remplir, on va dire ça comme ça. Dans le fond, vous avez des comptes à rendre, j'imagine, au ministère de l'Agriculture ou à je ne sais pas quelle instance. Pourriez-vous m'en parler? Maintenant, on est certifié, on a un système de certification qui s'appelle ProAction. C'est canadien. C'est pour la qualité des produits et le bien-être animal. Il y a 5 volets, dans le fond. Le dernier qui est rentré en vigueur, c'est l'environnement, qui rentre en vigueur en septembre, qui s'en vient. Il y a
environnement, bien-être animal, qualité du lait. Ça m'échappe, là. Salubrité des aliments, il faudrait que j'y ressorte. Mais en tout cas, on a un gros cahier de charges. On a des procédures à faire. C'est un peu comme le modèle ACEP ou ISO, là, dans les entreprises. Alors, il faut qu'on ait des méthodes de travail écrites. Il faut s'engager à faire ce qu'on a écrit. Donc, en gros, c'est un résumé assez grossier, là. Ça touche vraiment, si on a un animal qui est malade, on a des normes à respecter de qu'est-ce qu'on a le droit de faire, mais il faut vraiment noter tout ce qu'on fait. Si des fois, elle a eu besoin d'une assistance par le vétérinaire, s'il y a des produits qui ont été administrés, si à ce moment-là, ça génère un retrait de lait ou... Parce qu'étant donné qu'on a le droit de mettre des antibiotiques dans le lait, là, si on administre des antibiotiques à une vache, il faut absolument qu'elle soit identifiée, il faut qu'elle soit retirée. Dans le fond, son lait est automatiquement retiré du troupeau, fait que c'est garanti qu'il n'y a pas de lait avec de l'antibiotique qui va aller contaminer notre réservoir, puis qui va contaminer le reste du transport, là, du camion. Fait que c'est pour ça que le cahier de charge est assez précis et assez exigeant. Mais c'est automatique. Là. Tout ce qu'on fait, dans le fond, est rentré dans ce cahier de charge-là. C'est une fois par année, il y a une vérification qui est faite de ce cahier de charge-là. À tous les 2 ans, c'est la grosse vérification, mais une fois par année, il y a quand même une vérification. Puis il y a aussi le ministère de l'Agriculture qui fait son inspection à elle aussi. C'est à peu près aux 2 ans, là. Ça dépend. Quand ça va bien, on les voit une fois par 2 ans. Puis là, à ce moment-là, eux autres aussi ont des critères qui se ressemblent, là. Puis ça va même jusqu'aux analyses d'eau pour être sûr que l'eau est potable aussi et tout ça, là. Fait que ça va quand même loin, là. Au niveau de l'environnement, bien, c'est tout les systèmes. Nous, on fait des analyses de sol, des analyses de tous nos champs, voir qu'est-ce qu'on peut mettre pour fertiliser nos champs, tout ça. C'est tout régi, les quantités qu'on a le droit d'utiliser. L'entreposage du fumier. L'entreposage du fumier. Très important. C'est dans une fosse étanche. C'est garanti qu'il n'y a pas d'écoulement dans l'environnement, dans la rivière. Nous autres, encore, on est très proche d'une rivière. Fait qu'il faut que le site d'entreposage soit efficace et très étanche. La manière dont on en dispose, on l'utilise comme fertilisant pour les champs, évidemment, mais il faut que ce soit fait selon les règles de l'art. Fait que ça, c'est vérifié aussi. Puis, Mais ici, au Québec, on est très en avance sur l'environnement, même par rapport au reste du Canada, là. Ça fait que, avec le système, on n'avait pas grand-chose à faire, nous, ici, parce qu'on était déjà une petite coche au-dessus, plus sévère, là. Dans le fond, donc, ce côté-là, ça nous a favorisés. En plus d'avoir les vaches laitières, vous faites de l'agriculture de grande culture, qu'on dit. Pourriez-vous me dire quel type d'agriculture, quel type de plantes vous faites pousser? Bien, ici, à la ferme, on est autosuffisant. Fait que tout ce que les animaux mangent, on le produit, à l'exception des cultures qu'on ne peut pas vraiment faire en région, comme le maïs, certains suppléments protéiques qu'on leur apporte, qui viennent du soya ou de choses comme ça, qui ne sont pas cultivées ici. Fait qu'on produit de l'avoine, du canola puis de l'orge. L'orge, c'est ce qu'on donne aux vaches. L'avoine et le canola sont réservés à la vente. Puis, on le fait un peu justement pour pouvoir acheter le maïs dont les vaches ont besoin là, pour combler leurs besoins en énergie. Puis, étant donné qu'on a quand même beaucoup de terre, on cultive plus grand que nos besoins. Fait qu'avec l'excédent, justement, on fait de la culture commerciale. L'avoine, dans le fond, est redirigée habituellement vers Quaker pour faire le gruau. Le gruau que vous mangez. C'est ça. Le canola, bien, c'est pour faire de l'huile végétale, pour la consommation humaine aussi. Donc, puis le reste, la culture, bien, de ce qu'on récolte, c'est le foin pour les vaches. Là. Principalement, c'est ça là, qu'on cultive, toutes sortes de mélanges de foin. C'est pratiquement 2/3 de nos terres là, qui est réservé à la production de foin. Puis c'est ça, les cultures qu'on fait en plus du foin, bien, ça nous permet de faire une rotation dans nos champs pour garder... on fait à peu près 4 ans de foin sur une même terre. Ensuite, on va ensemencer du canola pour une année, puis après ça, des céréales l'année suivante. Puis l'année suivante, ça va être le foin qu'on va recommencer. Il faut le réensemencer puis recommencer une autre roue. Fait que ça permet d'avoir différentes cultures sur le même champ. Ça améliore la santé du sol, ça nous permet de travailler le sol aux besoins puis d'apporter les amendements nécessaires pour... toujours le garder fertile puis en santé. Ça permet aussi d'empêcher les indésirables de venir. Si on cultivait 2 années de suite du canola sur la même terre, bien là, les insectes qui aiment trop le canola puis qui peuvent le détruire, bien, ils savent où le trouver. Là, en changeant à chaque année, ça permet d'empêcher ça. Fait que c'est vraiment bien pour le sol. Tu sais, certains champignons aussi qui peuvent s'introduire dans des céréales aussi ou le canola aussi, bien, ça empêche... ces problèmes-là. Là. Fait que c'est une saine gestion, dans le fond, là, des terres.
Ça permet une utilisation minimum des herbicides, vraiment minimum. Puis c'est ça, ça amène un contrôle naturel des mauvaises herbes. Là. Donc les herbicides, c'est vraiment au besoin dans les cultures plus exigeantes comme le canola, mais sinon, on y va de façon vraiment minimale. Là, il n'y a aucun insecticide là, qui est utilisé. Est-ce qu'une relève agricole, c'est important justement dans une entreprise? Est-ce que la vie familiale est importante dans ce genre d'entreprise-là? Bien, nous, on peut dire qu'on a eu la chance de partir d'une ferme existante, justement. J'ai pris la relève de mon père. Fait que nous, on a acheté ensemble en 2012 complètement, là. Mais c'est ce qui nous permet d'être, disons, d'avoir une ferme de cette ampleur-là. On s'entend qu'acheter un quota laitier pour commencer une ferme, c'est plus difficile. C'est tout à fait possible. Il y a des programmes d'aide à ce niveau-là. Les producteurs de lait du Québec ont un programme qui aide au démarrage d'entreprises laitières. Mais c'est sûr qu'on part avec un petit plus quand on peut prendre la relève d'une ferme existante. C'est sûr que nous, c'est ça, c'est une vie de famille. On le fait ensemble avec les enfants. On a 2 enfants, Gabriel, 16 ans, puis Émile, 13 ans. Ils nous aident beaucoup à la ferme. Est-ce qu'ils vont en faire leur métier? On le sait pas, ils sont encore jeunes. Oui, nous, on met pas l'emphase là-dessus parce qu'on veut vraiment... faut être vraiment passionné en agriculture parce que c'est beaucoup d'heures. Hein? Mais c'est ça qui fait qu'on réussit aussi là, quand on est passionné. Mais on ne veut pas mettre de pression aux enfants pour ça. C'est vraiment à eux de choisir qu'est-ce qu'ils ont envie de faire plus tard. Mais pour l'instant, c'est important qu'ils participent parce que c'est ça notre mode de vie. Donc, il faut qu'ils voient vraiment qu'est-ce que c'est. Mais les rénovations qu'on a faites les 2 dernières années, c'est vraiment plus pour nous qu'on le fait. Puis si un des enfants ou les deux décident de revenir sur la ferme après être allé étudier, c'est vraiment important les études aussi en agriculture. Donc là, on fera une prochaine étape peut-être soit faire une étape peut-être de transformation ou grossir le cheptel laitier. Je sais aussi que vous êtes assez impliqué. Quand vos enfants étaient plus jeunes, il y avait des classes scolaires qui venaient ici. Je sais aussi qu'en implication, tu t'impliques, Mathieu, à l'UPA et à la MRC. Est-ce que vous pouvez m'en parler un peu plus? Pourquoi vous vous impliquez et est-ce que c'est important pour vous? Bien, c'est beaucoup la valorisation de l'agriculture. Comme tu le disais, les classes qui sont venues ici, là, quand nos enfants étaient au primaire, ça permettait vraiment à tous les gens d'avoir accès un peu à ce milieu-là qui est de plus en plus méconnu. Hein. Avant, là, tout le monde avait dans sa famille quelqu'un qui avait une ferme. Aujourd'hui, c'est beaucoup moins vrai. Il y a 4 producteurs laitiers là, dans la MRC de la Vallée de l'Or. C'est pas beaucoup, là, considérant la grandeur de cette MRC-là. Fait que nous autres, c'est un peu ce qu'on permettait, là, les enfants de voir d'où vient leur lait, qu'est-ce que ça a l'air une vache. Certains n'en avaient jamais vu, là, fait que c'était important pour nous. Même les parents de ces enfants-là qui venaient accompagner leur enfant une visite, là, pour plusieurs, ils n'en ont pas de personnes qui ont des fermes dans leur famille. Là, donc, c'est très loin pour eux, là, ce lien-là. De voir vraiment c'est quoi en vrai. Là. Il y a beaucoup de questions qui leur viennent. Fait que c'est vraiment je dirais pas éduqué, mais vraiment informé, là, vraiment. Là, c'est fou, là, les questionnements qu'ils peuvent avoir. C'est toujours pertinent, là. Autant pour les jeunes que les moins jeunes. Là. On avait aussi des classes du secondaire qui venaient un petit peu plus loin de Val-d'Or. Puis eux, en plus de voir comment ça fonctionnait, ils en profitaient pour faire de la géographie, des mathématiques avec le calcul des volumes de silos. Fait qu'il y a toutes sortes de façons là, d'amener ça là, pour que ça soit intéressant. Là. Ils voyaient le concret des mathématiques. Ensuite, l'implication auprès des écoles, l'implication auprès de l'UPA, c'est important. C'est un peu dans le même sens. L'UPA, on fait la valorisation de l'agriculture, mais on défend aussi les intérêts là, des producteurs parce que, étant donné qu'on est très peu nombreux, on est 42 000 producteurs là, au Québec. Là. En Abitibi, c'est beaucoup moins. Là. Fait que pour revendiquer nos droits auprès des gouvernements et tout ça, l'UPA, c'est l'Union des producteurs agricoles. Hein. C'est les producteurs ensemble qui sont regroupés pour arriver à avoir un peu leur part du gâteau là, lors des budgets du gouvernement, ces choses-là. Mais plus localement, là, sur le plan municipal de l'UPA, moi, je suis président du syndicat local de la Vallée de l'Or. Donc, on regroupe tous les membres de la Vallée de l'Or. On est une trentaine, peut-être, producteurs agricoles là, dans la Vallée de l'Or. Donc, notre rôle, c'est un peu de veiller à ce que le territoire agricole soit préservé, qu'il serve à l'agriculture. Puis, c'est de surveiller un peu les réglementations municipales pour que ce soit trop contraignant, puis tout ça, puis d'assurer que chaque producteur
s'il y a des besoins particuliers ou quoi que ce soit là, envers les normes ou les instances municipales, gouvernementales, soient un peu représentés. Fait que c'est pour ça que j'aime m'impliquer dans ce sens-là. Puis ma conjointe est depuis cette année là, administrateur à la Coop Novago. C'est la plus grosse coopérative agricole au Québec. Là. Donc, avant, j'étais impliquée plus au niveau des écoles. Quand mes enfants étaient d'âge au primaire, là, je m'impliquais plus dans les écoles. Mais maintenant, c'est ça. Je suis conseil d'administration d'une de nos coopératives. C'est important d'être représenté, même si les bureaux sont par en bas. Donc, on a des réalités différentes ici en Abitibi, en agriculture, qui n'ont pas dans le coin de Joliette ou Québec. Donc, c'est pour ça que je m'implique. Je veux vraiment qu'on ait une voix ici aussi, là, parce que notre coopérative agricole, on travaille avec eux souvent là, pour toutes sortes de choses. Aussi, dans le fond, Mathieu, tu t'impliques auprès de la MRC. Tu fais partie du comité de mise en œuvre du plan de développement de la zone agricole, le PDZA. Pourquoi t'impliquer dans le PDZA? Bien, c'est justement comme on a une MRC qui est très grande, qui a beaucoup de terres disponibles, puis qui a très peu de producteurs agricoles. Le PDZA, bien, on voyait, nous, une sorte de porte où c'est un levier pour essayer de valoriser ce métier-là, puis d'accueillir ou de faire venir des producteurs, ça pourrait être d'ailleurs, ou même de stimuler les gens qui auraient des projets déjà ici, leur démontrer que c'est possible, leur démontrer qu'il y a de l'aide pour eux, puis faire en sorte que chaque projet puisse être étudié ou puisse être réalisé là, dans le milieu agricole. Puis c'est vraiment la valorisation des terres. Là. On parle de l'espace puis tout. C'est chaque personne là, qui a la chance d'avoir un lot de terre. S'il y a un projet qui soit agricole, bien, qu'il puisse au moins voir la possibilité qu'il y a là, de faire quelque chose avec ça. Là. Voulez-vous me dire c'est quoi les points positifs du métier d'agriculteur? Bien, c'est sûr que comme nous aussi, c'est vraiment une entreprise familiale. Donc, tu sais, ça permet d'être tissé serré, là, c'est sûr, avec les enfants là, aussi. Là, tu sais, on est proches ensemble, on travaille ensemble, on peut avoir des loisirs ensemble par la suite aussi. Le fait de travailler avec des animaux aussi, tu sais, pour les enfants, des fois, c'est assez gagnant aussi pour le départ. Là. Pour les femmes aussi, je dirais, on est proches, tu sais, on aime ça materner un petit peu. Là. Puis, tu sais, c'est vraiment... c'est plus... Comment je peux dire ça? C'est pas comme être assis dans un bureau aussi. On travaille à l'extérieur, on suit la météo. Ça nous permet d'avoir des... Vu que nous, là, maintenant, on est un petit peu plus... on est notre patron, puis on est plus robotisé. Ça nous permet d'avoir des loisirs, pas nécessairement des heures que tout le monde peut avoir. On ne travaille pas de 8 à 4. Là. C'est sûr qu'on fait des très longues journées, mais ça nous permet des fois de prendre une heure ou deux dans la journée pour faire autre chose. T'sais, on est quand même plus libre là, dans notre horaire. Là. C'est ça, c'est un métier là, qui te permet d'avoir une panoplie de métiers là, à travers la même entreprise. Là. On a fait de la construction, on s'occupe des animaux, on fait de la machinerie, on se promène en tracteur, on fait de la mécanique. La comptabilité, la gestion. En étant entrepreneur, ben c'est ce que ça permet. Là. Nous, si on décide que notre entreprise, on veut qu'elle aille là, ben c'est nous qui prenons en charge les moyens pour y arriver. Fait que c'est ses avantages. De travailler dehors, c'est sûr qu'il faut y mettre du temps. C'est un 7-7. C'est 7 jours tu travailles, puis 7 jours tu travailles encore. Mais au moins, comme on le disait, on a un peu plus de latitude dans la journée aujourd'hui. On vient soigner les vaches le matin. Dans la journée, s'il n'y a rien d'exceptionnel, quand on ne fait pas de foin ou qu'on n'est pas en train de semer, on peut dire aujourd'hui, on prend ça off, on va faire du bateau, on va faire de la moto, un peu toutes sortes de choses. En même temps qu'on revient le soir pour nourrir les vaches encore, parce que les autres sont toujours là, ça produit, mais il faut que ça mange. Ici, on travaille dans un beau milieu aussi. Là. Ici, on est sur le bord de la rivière, il y a les champs dehors, on a des vaches qui sont en vacances dehors. C'est super beau. Là. Tu te lèves le matin, puis ça te donne le goût d'aller travailler. Là. T'as pas besoin... Moi, je mets mes bottes, puis je sors dehors, puis je vais travailler, ça me prend 2 secondes à pied. J'ai pas besoin de partir mon auto, la faire virer l'hiver, qu'elle réchauffe. Là. Donc, ça, c'est vraiment bien aussi. Là.